Xavier Takoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur délégué d'Espace Mobilité. Alors sans surprise, aujourd'hui on va parler mobilité principalement bruxelloise. Mais d'abord, que fait Espace Mobilité au quotidien ? Espace Mobilité est une société de conseil basée à Bruxelles depuis 25 ans et qui accompagne les pouvoirs publics, les entreprises, les startups pour modifier nos habitudes de mobilité, faire évoluer les infrastructures, les espaces publics. Équipe de 10 personnes qui se mobilisent au quotidien pour la mobilité. Alors c'était important pour nous de vous avoir ce matin parce que ces derniers mois, la mobilité bruxelloise a beaucoup changé. Quelles ont été, vous, justement, les différences que vous constatez à Bruxelles sur l'année et demie qui vient de s'écouler, l'année Covid en fait ? Est-ce que vous voyez des changements majeurs au sein de la capitale ? Les changements, effectivement, sont majeurs et pas qu'au sein de la capitale, d'ailleurs, mais ça a été le plus beau laboratoire qu'on ait pu espérer. Alors, je me réjouis évidemment pas de la crise sanitaire, mais avoir un laboratoire mondial comme ça qui permet, en un temps record, de changer les habitudes. On peut parler de télétravail, on peut parler d'explosion du vélo, on peut parler du retour majeur à la voiture qu'on voit depuis la rentrée, mais c'est un vrai laboratoire. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que, je ne vais pas dire sous contrainte, mais quand on force les gens à une réflexion, il y a des mutations profondes qui se créent, dans un sens comme dans l'autre. Et je pense que c'est l'objet évidemment de la discussion. On a vu à Bruxelles beaucoup de pistes cyclables arriver, peut-être aussi parfois des tensions. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une plus grande rivalité entre les différents modes de transport, ou au contraire on va savoir s'acclimater et tout le monde va pouvoir petit à petit vivre ensemble ? Alors je suis très optimiste sur l'avenir parce que des villes devant nous, Copenhague, Munich ou autres, nous ont montré que cette cohabitation était possible. Alors la cohabitation, elle est toujours complexe. Une ville-région d'1,2 million habitants, ça générera toujours des frictions. Mais on est en période de transition. On voit Bruxelles, le Bruxelles bashing il y a quelques années. Maintenant, il y avait des mandataires parisiens qui étaient à Bruxelles hier pour voir justement qu'est-ce qu'on avait fait à Bruxelles. Et ils étaient fort impressionnés de voir comment les choses avaient évolué. Et donc je dirais que au travers du Covid, les gens se sont rendus compte de l'importance, de la qualité de l'espace public, de la proximité des commerces. On redécouvert certains modes de transport, la marche certainement, mais aussi le vélo. On n'a jamais vu autant d'enfants sur des vélos que maintenant. Et ça, je pense que c'est important, parce que ça a été vraiment un déclic pour beaucoup de monde. Ça restera compliqué. Bruxelles est une ville en transition. Elle doit relever beaucoup de défis, pas que celui de la mobilité, mais il est certainement primordial. Et donc, les tensions vont rester. Mais au fur et à mesure que les gens deviennent quelque part multimodaux et que de temps en temps, ils marchent davantage, ils deviennent cyclistes, mais c'est ça l'évolution d'une ville en fait, et d'une évolution de la mobilité, c'est que chacun se met à la place de l'autre usager et là les frictions ont tendance à diminuer. Quand vous dites une ville en transition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à court terme, il va y avoir encore des changements au niveau bruxellois. Quels vont être les prochains changements auxquels on peut s'attendre à Bruxelles ? Mais ils vont être majeurs. Il y a des projets, il y en a dans les cartons, il y en a beaucoup qui sont sortis pendant la crise. On a pu bénéficier finalement d'une baisse du trafic pour lancer beaucoup de travaux de voirie. Mais il y a tout simplement la mise en œuvre du plan régional de mobilité Good Move, qui est sur 10 ans et qui a beaucoup d'ambition, tant au niveau infrastructurel que serviciel aussi, de développer des nouveaux services de mobilité, d'accompagner l'utilisateur dans son changement. Mais c'est combiné avec des projets qui viennent de plus loin. Il y avait le fameux RER vélo, si on peut l'appeler comme ça, déjà assez mature au niveau de la Flandre. Maintenant, la Wallonie a annoncé ses intentions. Le fédéral a un premier plan stratégique pour le vélo. Il y a des investissements massifs prévus pour la STIB, mais pour la SNCB et pour d'autres opérateurs. Donc on a énormément de mutations. Et ça, je dirais que c'est encore dans le giron du secteur public. Et puis on voit depuis 5-10 ans le secteur privé qui s'intéresse à la question de la mobilité. Et donc ces mutations, mais si ces frictions, elles vont se renforcer parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout ne se combine pas parfaitement et perd un peu le citoyen dans l'évolution, mais c'est plutôt positif globalement. Est-ce que public et privé doivent davantage travailler ensemble ? On pense parfois à la privatisation de certaines lignes, par exemple de la STIB, ou que la STIB délègue certaines lignes au privé. Est-ce que c'est possible ? Tout est possible, d'autres pays l'ont fait. Moi, je ne suis pas un grand partisan de la privatisation, je suis plus un partisan de certains services sous forme de délégation de services publics. On peut penser à certains services nocturnes, par exemple, du transport à la demande dynamique, des choses comme cela qui peuvent continuer à être régulés par l'autorité publique, mais ne sont pas nécessairement opérés par un opérateur unique tel que la STIB aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait possible, mais ça demande d'avoir une gouvernance très très forte, parce qu'il faut pouvoir encadrer cela. On l'a vu aussi avec les trottinettes, beaucoup de villes, ce n'est pas le cas encore à Bruxelles, mais beaucoup de villes ont fait des appels d'offres pour ne sélectionner que 3-4 opérateurs sur base de KPI, d'indicateurs de performance pour essayer de niveler, éviter qu'il y ait trop de trottinettes, s'assurer d'une rotation, s'assurer d'un bon entretien. Et donc dans ce cadre-là, je pense que les synergies entre public et privé vont encore être nombreuses. Et je ne parle même pas encore de la question de la donnée, qui est fondamentale pour
planifier la mobilité, la piloter au quotidien et l'évaluer a posteriori. Et là, le privé a aussi son mot à dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une plateforme sur laquelle on peut gérer l'ensemble de ces déplacements, l'ensemble des transports possibles. Est-ce que ça existe déjà? Ça existe déjà, lancé par le privé. On a des plateformes comme Skipper, lancées par le public. La STIB teste ton application Move Brussels, etc. Donc ça existe, mais tout ça est en gestation. Mais ce n'est pas parce que ça existe que les gens l'utilisent massivement. Aujourd'hui, c'est vraiment négligeable, mais c'est le but aussi. On est dans des dispositifs pilotes. Est-ce qu'il faut une plateforme unique? Non, je n'y crois pas. Dans le domaine des télécoms, on a plusieurs opérateurs et finalement, on choisit en fonction de ces choses-là. Alors, ça dépend. On est une famille, on n'aura pas les mêmes besoins qu'un indépendant célibataire ou un touriste qui est ici pour 3 jours. Et donc là aussi, il faut s'adapter à ces demandes. Aujourd'hui, c'est difficile de dire, mais je pense que cette hyper-centralisation, cette volonté d'avoir une seule plateforme n'est pas la bonne approche, parce que c'est impossible à réguler, et puis le marché est tellement volatile, avec des GAFAM évidemment qui sont en embuscade. Google aujourd'hui est le plus grand opérateur masse du monde, disponible dans 15 000 villes, il intègre tout ce qui bouge, toutes les trottinettes, tous les modes de partager sont déjà intégrés dans l'application, et donc il faut en être conscient et travailler vraiment avec quelque chose de local, apporter de la plus-value locale pour que ce soit pertinent pour l'usager. Quand on pense au transport public, notamment à la STIB, quelles évolutions on peut voir, quelles évolutions on peut attendre dans les prochaines années? On voit notamment une nouvelle ligne de métro qui est en train de se créer. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont arriver dans les 10 prochaines années? Il n'y a pas de projet majeur dans les 10 prochaines années au niveau métro. Il y a des réflexions depuis longtemps de tirer des lignes plus au sud, vers Uccle ou autre. Voilà, je pense que le gros n'est pas tellement dans l'infrastructure. On a dépassé cette époque. Alors évidemment, il faut des nouveaux projets. Il y a une ligne de tram vers Neder-Overbeek, vers Tour et Taxi. Il y a plein de choses, mais c'est plus qu'un projet de transport. Et c'est ça qui est intéressant. Si on prend ces 2 lignes de tram que je cite, ça accompagne tout un renouveau urbain. On va requalifier complètement l'espace public. Et en fait, le tram va arriver, mais les piétons vont s'en trouver contents finalement. Le vélo va progresser aussi. Donc il faut vraiment voir ça de manière beaucoup plus globale. À ce niveau-là. Le grand chantier des acteurs du transport public, c'est la digitalisation. Et la digitalisation, pas top-down dans le sens où on va mettre des applications dans tous les sens, mais aussi pour pouvoir en interne gérer ces évolutions, pouvoir monitorer cela et accompagner le citoyen dans le changement. Le citoyen est vraiment demandeur de changement, on le voit, il est prêt à muter, mais il faut l'accompagner par quelques outils digitaux, mais aussi remettre de l'humain dans la mobilité, avoir des boutiques de la mobilité, avoir des endroits où on peut se renseigner concrètement, avoir un vélo, une trottinette à prêter, voir la combinaison des modes de transport. Ça, j'y crois beaucoup. Et c'est très intéressant pour une ville comme Bruxelles qui a un potentiel de développement d'emploi dans ces nouveaux métiers, finalement, conseiller, mobility coach. C'est vraiment des métiers qui devraient arriver dans les prochaines années. Cette micro-mobilité, justement, quel rôle? Il y a quelques années, on ne parlait même pas des trottinettes électriques. Elles sont vraiment arrivées en quelques années ici au niveau bruxellois. À quoi on peut de nouveau s'attendre dans le futur? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux modes de transport qui vont apparaître? Est-ce que les modes de transport actuels de micro-mobilité vont davantage se développer? Ils sont déjà quand même très développés. Bruxelles est une des villes européennes où on a une offre extraordinairement dense. Moi, j'appelle ça... je vois 2 aspects là-dedans. Tout d'abord, c'est des extraordinaires modes de transport pour ce qu'on appelle le premier et le dernier kilomètre. Ils augmentent très largement la pertinence d'une ligne de métro, des 30 gares qu'on a à Bruxelles, parce que beaucoup de gens disaient oui, le train, c'est intéressant dans Bruxelles, mais il est un petit peu loin. Pensons à Uccle ou à Evere, etc. Mais non, en quelques minutes en trottinette électrique ou en vélo électrique partagé, on peut les rejoindre. Et donc finalement, le même réseau est beaucoup plus performant depuis que ces acteurs sont là. Alors je passe ici tous les méfaits de ces acteurs d'occupation de l'espace public, de sécurité routière qui vont se réguler avec le temps. Moi, je ne suis pas tellement inquiet par rapport à ça. Et le deuxième aspect important par rapport à cette micromobilité, c'est l'effet tremplin. C'est qu'en fait, c'est un laboratoire où les gens testent, et ils vont tester quelquefois une trottinette partagée, un vélo électrique partagé, puis ils vont se dire oui, mais ça coûte finalement cher, je vais faire l'acquisition d'un de ces véhicules. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en termes de change management, en fait, le privé nous apporte une plateforme de changement, et on voit cette évolution. Si vous regardez dans la rue aujourd'hui, une trottinette sur 2 qui est en circulation est une trottinette possédée. Alors on voit beaucoup les Dot, les Lime, etc. rouler, mais 1 sur 2 quasiment, d'après mes analyses, est une trottinette possédée. Beaucoup de gens en ont fait l'acquisition pendant la période de la crise sanitaire. Le coût est un frein, justement? Est-ce qu'aujourd'hui la mobilité coûte cher? Est-ce que la gratuité est une solution ou pas du tout? Alors la mobilité coûte cher, certainement la mobilité automobile. Il faut savoir qu'un ménage dépense en moyenne 6 000 € par an pour la mobilité automobile. Donc il y a une marge de manœuvre.
beaucoup d'urbains, et je parle d'urbains ici, hein, la mobilité partagée n'est pas une solution pour tout le monde, pourraient s'affranchir de la possession automobile. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne pourront pas conduire, parce qu'on a suffisamment de plateformes d'autopartage, Cambio, Poppy, Getaround, etc. Donc on a cette possibilité de se déplacer autrement. Mais donc je pense qu'il faut repenser son budget ménage, budget mobilité dans les ménages. Ça dépend évidemment du contexte de chacun, mais à travers ce prisme-là. Par rapport à la gratuité, moi je ne suis pas du tout un défenseur. J'ai bien entendu les sorties de Paul Magnette, par exemple. C'est un débat qui revient de manière assez récurrente. Alors on dit « Ah, mais ça ne ferait perdre que 700 millions d'euros ». Mais 700 millions d'euros, c'est gigantesque face à un secteur du transport public qui a été malmené pendant la crise avec une perte de fréquentation quand même importante. Je pense que le débat n'est pas tellement dans la gratuité. Les gens sont prêts à payer pour un bon service. On le voit, une trottinette électrique partagée coûte cher. On n'a jamais vu autant d'utilisation. Donc le problème n'est pas le prix. Les plateformes de ride-hailing, de VTC comme Uber, etc., coûtent cher, mais sont beaucoup utilisées parce qu'elles offrent une convenience, une qualité de service qui est très très importante. Et c'est ça qu'il faut viser. Il ne faut pas brader le transport public. Le transport public peut offrir et offre un service extraordinaire. Pourquoi on n'a pas plus de gens qui voyagent en première classe? Mais quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui de la première classe? Il y a un petit peu moins de monde. Oui, mais il n'y a pas d'imprimante, on ne peut pas se servir un café, on n'a pas une connexion Internet, etc. Et donc, il faut mettre finalement de la valeur dans les choses. Et moi, c'est tout l'inverse de la gratuité. Je pense qu'il faut segmenter beaucoup plus, en fait, avec des offres tarifaires qui soient beaucoup plus low cost ou qui soient high level et générer des revenus pour réinvestir dans un réseau qui en a bien besoin. Vous évoquez 700 millions d'euros, cette gratuité. Si vous êtes ministre des Transports aujourd'hui, que vous avez une enveloppe de 700 millions, quels sont les premiers investissements que vous faites dans les prochains mois? Je rééquilibre les investissements entre le transport public et le vélo. On le voit que les effets bénéfiques, attention, je ne veux pas du tout désinvestir dans le transport public, on ne me méprenne pas, mais réinvestir beaucoup plus dans le vélo. Parce que toutes les études socio-économiques, macroéconomiques ont démontré que le vélo est un vecteur de plusieurs chiffres. Parce que quand on investit dans le vélo, on investit dans l'espace public, on investit dans la santé, on investit dans la logistique avec le développement de la cyclo-logistique, on investit dans la diminution du bruit urbain, la diminution des vibrations, etc. Et je pense qu'indépendamment même d'une question économique pure, je pense que c'est un investissement de résilience. Parce que les crises successives qu'on a connues, les crises énergétiques 2009-2010, la crise du terrorisme 2015-2016, la crise sanitaire 2020, la crise des inondations 2021, il y a un secteur qui a toujours été fortement impacté, c'est celui du transport public. Et je le regrette, et je suis un fervent défenseur du transport public. Mais c'est la preuve que notre système global de mobilité n'est pas résilient. Le fait de développer les modes actifs, surtout avec le développement du vélo à assistance électrique, le développement de ces autoroutes cyclables, c'est une manière de rendre notre système beaucoup plus résilient à l'avenir et de participer au fait que ce soit une solution pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement des vélos cargo, des vélos longue tail, les vélos allongés, c'est une vraie solution aussi pour les familles, ce qui n'était pas le cas dans le passé. On disait souvent, oui, le vélo, quand je me déplace seul, ça fonctionne. Non, aujourd'hui, regardez par la fenêtre, vous verrez le nombre de parents qui amènent aujourd'hui leurs enfants sur des vélos comme cela. Au quotidien, c'est suffisant. Et la voiture, on la garde pour le week-end et les vacances. Une dernière question, quelle est du coup votre mobilité de rêve? La mobilité de rêve, c'est le jour où l'espace public sera moins considéré comme un outil circulatoire, comme un lieu où on ne pense que déplacement. L'espace public, il y a la notion d'espace et public. Et ce renouveau aujourd'hui qu'on voit dans les villes, de réinvestir dans l'espace public, mais pas que pour des questions de mobilité, mais aussi pour des questions de séjour, pour des questions de qualité de vie, pour des questions de végétalisation, et ça, je pense que c'est important. Et donc, en fait, pour moi, la mobilité n'est qu'un outil, c'est pas un objectif en soi. Je ne crois pas à la mobilité paradisiaque qu'on nous met sur les images 3D, même si j'en produis beaucoup. Parce que aller à Amsterdam, aller à Groningen, il y a des frictions, il y a beaucoup de cyclistes et les piétons ne sont pas toujours à leur aise partout. Et donc il faut vraiment créer des îlots en fait, de qualité de vie où on n'est plus dans la mobilité. On est dans le vivre en ville. Et ça, c'est très important. Mais pour arriver à cela, il faut récupérer de l'espace public et il faut le prendre sur quelque chose. Et moi, je dis toujours, aujourd'hui, Bruxelles, 260 000 places de stationnement en voirie, c'est l'équivalent d'une autoroute qui relie Bruxelles à Rome, de l'Atomium au Colisée. Si on supprime un petit peu, je ne parle pas de beaucoup, un petit peu de stationnement en voirie en essayant de valoriser le stationnement en voirie, on peut récupérer énormément d'espace public pour améliorer le vivre en ville. Aujourd'hui, la mobilité pose beaucoup de questions. Les citoyens, c'est un sujet qui fait énormément débat. Ils peuvent se tourner où? Quel est le meilleur acteur aujourd'hui pour répondre à toutes leurs questions, pour calculer justement les budgets de mobilité, pour répondre à leurs questions? Là, ceux qui nous regardent, ils doivent aller où pour ça?
Aujourd'hui, il n'y a pas un acteur, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que l'information est très, très diversifiée. On essaye, avec beaucoup d'acteurs de la mobilité, de créer des dispositifs d'expérimentation, d'information. Les choses évoluent, avoir des hotlines, finalement, où on peut répondre aussi bien sur quel cadenas acheter pour son vélo, quelle trottinette utiliser, quel train prendre pour faire Namur-Ottigny, etc. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler. Et c'était assez intéressant d'ailleurs de voir que le Parlement bruxellois avait réalisé un panel citoyen, son premier panel citoyen sur la question de la mobilité. Et ça avait surpris beaucoup d'acteurs que la première résolution, la première mention était information. Les citoyens disaient, on voit que les choses changent, on pense qu'on pourrait se déplacer autrement, mais on manque cruellement d'informations. Et ce n'est pas des publicités sur les abris de bus dont on a besoin, c'est vraiment d'une information précise, au cas par cas. J'ai parlé tout à l'heure de cette fonction de mobility coach, vraiment personnalisée. Et je crois beaucoup là-dedans. Les gens sont demandeurs et on le voit, nous, dans certaines activités qu'on a menées. Quand on prend les gens par la main, le changement est décisif. Xavier Takoun, merci d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes administrateur délégué d'Espace Mobilité. Quant à nous, on se retrouvera mardi prochain à 8h05, même endroit. À très vite, bon week-end.